messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, l'Europe de la défense en lambeaux. Alors que les États-Unis rechignent à financer l'OTAN, le vieux continent poursuit son endormissement. Aux États-Unis, Donald Trump a prononcé dans la nuit son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, décryptage d'une allocution entre gloriole et réalité. Et enfin, la répression s'abat sur les militants pro-vie. Des veilleurs pacifiques opposés à l'euthanasie ont été placés en garde à vue mardi soir alors que les députés s'apprêtent à voter un texte extrêmement élargi sur l'euthanasie. L'Europe de la défense malade, un rapport de l'IISS étrille le vieux continent, mais pas de souci, Macron est confiant. I'm very skeptical, to say the least, on the fact that we will deliver a short-term peace. I mean, I think it's good to follow up these initiatives, but let's be lucid. There is no willingness on the Russian side to have a peace, and by the way, to have a robust and solid peace, as we see it on our side. So this is why we have to follow up our effort. La paix n'est pas pour maintenant. Courage, fuyons vers l'OTAN. Emmanuel Macron a dit son scepticisme sur une perspective de paix rapide sur le théâtre de guerre ukrainien. Rare moment de lucidité ou boussole inversée, difficile à dire. Quoi qu'il en soit, ces déclarations arrivent à point nommé alors qu'un rapport publié par l'International Institute for Strategic Studies, l'IISS, met en lumière les faiblesses criantes de la défense européenne 4 ans après le début de la guerre en Ukraine. Ce document intitulé « The Military Balance 2026 » dénonce des lacunes nombreuses dans les équipements militaires, particulièrement dans l'adaptation aux innovations technologiques émergentes du conflit ukrainien, comme les drones et l'intelligence artificielle. Les armées européennes sont jugées mal préparées face à des attaques à grande échelle, similaires à celles subies par Kiev, révélant un retard alarmant en matière de drones, d'attaques uniques de défense aérienne et antimissiles. L'IISS appelle à une augmentation de 400% des capacités intégrées de l'OTAN en la matière, soulignant l'urgence d'un mur anti-drone et d'une modernisation rapide. Un message reçu 5 sur 5 par le président français qui ne renonce pas à penser printemps. De nous renforcer, sauf évidemment nos adversaires. Et évidemment, même nous, parfois, et c'est incompréhensible, nous-mêmes, nous sommes les obstacles. C'est pourquoi nous devons y remédier. Je suis convaincu vraiment, et j'aimerais commencer par cette remarque. Nous avons besoin d'un état d'esprit beaucoup plus positif. J'aimerais commencer par une clarification. Il y a eu certaines tendances, ici et ailleurs, que ces derniers temps, on ignore l'Europe et de critiquer l'Europe. L'Europe a été discréditée comme une construction qui prend de l'âge et qui n'est plus du tout pertinente. Une critique d'une Europe vieillissante et surtout inactive qui est tout à fait corroborée par le document de l'IISS, car même si les dépenses militaires européennes ont atteint des niveaux records en 2025 avec 562,9 milliards de dollars, soit plus 12,6% sur un an, c'est avant tout une progression portée par l'Allemagne qui représente un quart de cette hausse et qui part de très loin. L'IISS, dont les intérêts sont très anglo-saxons, s'indigne de la menace russe et s'inquiète des intrusions de drones en Pologne en septembre 2025 en dépit des projets de bouclier de l'Est et de ligne de défense baltique. C'est ici que l'Union européenne est la plus critiquée. Malgré ses discours sur l'autonomie stratégique, l'UE pâtit d'une fragmentation chronique et d'une bureaucratie paralysante qui entrave toute intégration réelle de la défense. Des initiatives comme le plan Rearm Europe, rebaptisé Readiness 2030, ou les projets PESCO peinent à décoller, minés par des processus d'approvisionnement lents et une dépendance excessive aux technologies américaines de cloud computing et d'actifs spatiaux. L'IISS estime qu'il faudrait environ 1000 milliards de dollars pour remplacer les capacités militaires conventionnelles américaines en Europe, soulignant l'incapacité de l'UE à se passer de l'oncle Sam. Dans l'OTAN, l'UE joue un rôle subalterne, se reposant sur la domination américaine tout en rechignant à assumer pleinement sa part du fardeau. L'administration Trump, en priorisant la défense nationale et en réduisant les engagements transatlantiques, a forcé l'Europe à reconsidérer sa politique, mais les réponses restent timorées. La guerre en Ukraine, sans issue visible, illustre cette faiblesse. La Russie s'adapte malgré de lourdes pertes, les États-Unis parviennent à en tirer profit, tandis que l'Europe joue un rôle de spectateur financeur qui ne peut satisfaire aucun Européen. La situation européenne est déplorable, mais le président français a néanmoins un message à délivrer au monde.
faites comme nous. Je pense que tout le monde devrait s'inspirer de nous, au lieu de nous critiquer sans cesse, ou d'essayer de nous diviser. Près de 2 heures de discours, Donald Trump a prononcé dans la nuit son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Derrière sa promotion de la fermeté migratoire, un bilan économique en demi-teinte et la préparation de l'opinion américaine à une guerre au Proche-Orient. Édouard Chano. Durant une allocution d'1h47, un record pour un discours sur l'état de l'Union, Donald Trump a étalé ses succès, mais il n'aura pas tout dit, évacuant notamment l'affaire Epstein. Comme à son habitude, le truculent dirigeant aura livré un show de campagne s'attaquant à maintes reprises aux démocrates, dans un contexte de plus en plus ardu pour lui, car alors que les élections de mi-mandat sont prévues pour novembre, son taux de désapprobation est en hausse à 56,2% contre 42,2% d'opinion positive, selon Real Clear Politics. Bien sûr, ovationné à son entrée par les Républicains, il a salué au passage les 4 juges de la Cour suprême venus assister à son discours, avant de fustiger quelques minutes plus tard leur dernière décision, véritable camouflet ayant invalidé sa politique douanière. Cette pique n'a d'ailleurs suscité guère d'applaudissements dans les rangs républicains, une réserve trahissant leur réticence à soutenir cette politique commerciale. Donald Trump a néanmoins tenté de se rattraper en vantant sa transformation sans précédent des États-Unis et peut-être surtout en exigeant du Congrès de se lever pour soutenir sa politique anti-migratoire qui est, rappelons-le, l'un de ses rares succès depuis un an, en dépit des bavures de l'ICE dont les agents ont tué 2 manifestants dans le Minnesota. Ce soir, j'invite donc chaque législateur à se joindre à mon administration et à réaffirmer un principe fondamental. Levez-vous si vous êtes d'accord. Le premier devoir du gouvernement américain est de protéger les citoyens américains et non les étrangers en situation irrégulière. De nombreux élus démocrates ont refusé de se lever, une honte selon Donald Trump, qui a aussi dénoncé une vaste affaire de fraude aux aides publiques qui éclabousse la communauté somalienne du Minnesota, poussant les représentantes Rashida Tlaib et Ilhan Omar à quitter l'hémicycle. Plus tôt, le représentant du Texas Al Green avait brandi une pancarte portant le message « Les Noirs ne sont pas des singes », en référence à un extrait vidéo publié par Trump sur ses réseaux sociaux, dans lequel les politiques américains étaient grimés en personnages du livre de la jungle et le couple Obama en singe. Des signes que les tensions interethniques ne faiblissent pas dans le pays, mais peu importe, Donald Trump a surtout revendiqué un âge d'or américain, une affirmation que tempère Alexis Tarad, spécialiste de la politique américaine et cofondateur de Divergence Politique. Alors effectivement, la question de l'âge d'or, elle peut se débattre. Donald Trump avait véritablement fait du pouvoir d'achat des Américains l'élément central de sa campagne. Et force est de constater que si, du côté d'industrialisation, qui était un des défis majeurs de Donald Trump, il y a un boom positif dans ce sens, force est de constater, ceci étant, que les résultats se verront sur du long terme. Donc sur tout ce qui est industrialisation, il faudra être un petit peu patient. Et puis si on ramène après au coût de la vie des Américains, c'est-à-dire le prix du gallon, c'est-à-dire le prix de la santé, le prix de l'éducation, notamment pour les foyers qui ont des enfants, le prix du panier d'alimentation moyen aux États-Unis, il y a une stabilisation, ça c'est un fait, il ne faut pas le nier, mais il n'y a pas encore de baisse. Donc parler d'un âge d'or, je pense qu'on en est encore un petit peu loin. Et qui plus est, cet âge d'or peut être effectivement remis en question du jour au lendemain si d'aventure il y avait une flambée des prix sur les prix du marché international du pétrole. Donc dans ce sens-là, une action en Iran peut être vraiment avoir une action répercutante sur le coût de la vie des Américains. La perspective d'une guerre avec l'Iran a en effet été largement abordée par Donald Trump, accusant Téhéran de reprendre le programme nucléaire qu'il affirme avoir oblitéré en juin dernier. Le président américain prétend vouloir empêcher le premier État soutenant le terrorisme de se doter d'une arme nucléaire, tout en laissant encore la porte ouverte à la diplomatie. Mais selon Alexis Tarad, Donald Trump a, à sa manière, prévenu les élus qu'il pourrait bien être amené à attaquer, évoquant des menaces absurdes. Il y a peut-être, pour la première fois, de la part de Trump, une mise devant une situation pour les congressmen qu'il sera amené à frapper. Moi, je l'ai perçu comme ça, c'est-à-dire que son discours, pour moi, sur la question de l'Iran, c'est de leur dire « j'arriverai
inéluctablement à une frappe, puisque la diplomatie semble aujourd'hui compromise. Notamment, Trump a parlé de missiles iraniens qui pourraient toucher l'Europe. C'est complètement, de vous à moi, c'est complètement absurde. Il a parlé aussi de la capacité aujourd'hui à trouver un accord sur le nucléaire. Donc, que ce soit sur le balistique comme sur le nucléaire, il y a véritablement une différence de position majeure entre le gouvernement américain et les autorités iraniennes. Mais en attendant de dévaster un autre pays, la population américaine peut détourner le regard et dormir tranquille et s'offrir un rare moment de concorde nationale pour féliciter l'équipe de hockey sur glace, championne olympique à Milan, du jamais vu depuis 46 ans. Des veilleurs arrêtés pour une manifestation contre l'euthanasie. Une veillée spontanée de 50 personnes a été réprimée la veille du vote solennel du suicide assisté dans une version extrêmement élargie. Renaud de Bourleuf. L'État policier réprime une manifestation statique et pacifique des veilleurs. Mardi soir, une veillée spontanée a été organisée devant le Palais Bourbon pour dire non à l'euthanasie. Une manifestation similaire avait déjà eu lieu lundi soir, la veille du vote solennel de la loi instaurant la piqûre mortelle. Or, ce vote a été reporté à mercredi. Conséquence, une nouvelle veillée a été organisée de façon précipitée et informelle, sans déclaration préalable à la préfecture. Une manifestation rassemblant environ 50 personnes, ponctuée de chants et de lectures, notamment de Charles Péguy et du commandant Benoît de Saint-Marc. La police a ordonné la dispersion avant de faire appel à la Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée. 37 participants ont été placés en garde à vue. 35 ont été relâchés au bout de 4 heures, tandis que 2 manifestants étaient encore dans les locaux de la police le lendemain matin. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale se préparait à un vote aux conséquences funestes, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, après une deuxième lecture qui aura surtout montré une inconscience de la gravité de la situation de la part de nombreux députés. Ainsi, dans le texte adopté en première lecture en mai 2025, la loi prévoyait le suicide assisté avec l'euthanasie par exception, seulement dans les cas où la personne ne peut pas s'administrer elle-même la substance mortelle. Désormais, le texte prévoit un libre choix du patient de l'euthanasie ou du suicide assisté. De quoi mettre dans l'embarras les promoteurs de l'euthanasie eux-mêmes. Il devenait désormais difficile de défendre une prétendue loi d'équilibre. Le rapporteur du texte, Olivier Falorni, avouait lui-même sa consternation. Bien, mes chers collègues, je ne me réjouis pas de l'adoption de l'amendement qui a été voté avant la pause. Je ne voudrais pas, mes chers collègues, que mardi prochain, parce que nous aurions souhaité avoir tout, au final, nous n'aurions rien. Par ailleurs, mardi, les députés ont validé l'un des articles les plus controversés, le délit d'entrave. Le texte prévoit ainsi une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir. Ils ont en revanche rejeté un délit d'incitation avant de rétropédaler lors d'une seconde délibération. L'amendement finalement adopté prévoit une peine d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende pour le fait d'exercer des pressions sur une personne afin qu'elle ait recours à l'aide à mourir. Inciter à mourir est donc 2 fois moins grave que d'empêcher la mort. Mais pour le député écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, cette introduction du délit d'incitation apporte un équilibre au texte. Tous les parlementaires ne sont pas convaincus. Dans les couloirs du Palais Bourbon, de nombreuses voix murmurent que la nouvelle version est allée trop loin. En mai, la proposition de loi avait été adoptée par 305 voix. Certains ont maintenant réfléchi à l'abstention ou au vote contre. L'actualité en bref en France. Casser, c'est autorisé. La Cour de cassation a récemment statué en faveur de Franco Lolia, militant d'extrême gauche antiraciste, qui avait tagué la statue de Jean-Baptiste Colbert devant l'Assemblée nationale en 2020. Accusé de dégradation, il invoquait la liberté d'expression pour dénoncer le rôle de Colbert dans le Code noir et l'esclavage. Les juges ont considéré que l'acte s'inscrivait dans un débat d'intérêt général sur la traite négrière, rendant la condamnation pénale disproportionnée. Cet arrêt, inspiré de la jurisprudence européenne, casse la décision d'appel et renvoie l'affaire. Il souligne que le recours au pénal doit être exceptionnel pour des expressions militantes, même si cela pose question sur la protection du patrimoine culturel. Des militants taquins pourraient ainsi être tentés de faire de même sur des statues de la sainte républicaine Simone Veil.
Chaise musicale au musée. Christophe Le Ribaud, actuel président du château de Versailles, sera nommé à la tête du musée du Louvre à la place de Laurence Descartes, poussé à la sortie après le scandale du vol des bijoux de la couronne impériale. S'ajoutent à cela des grèves persistantes des agents. Christophe Le Ribaud, spécialiste du XVIIIe siècle, connaît bien le Louvre où il a été conservateur. Il devra poursuivre le projet Louvre Nouvelle Renaissance pour moderniser les infrastructures obsolètes et décongestionner le flux de visiteurs. Avec 9 millions d'entrées annuelles, le musée fait face à des défis majeurs comme les infiltrations d'eau et les tensions sociales. Un protocole d'accord avec les syndicats est en attente et Christophe Le Ribaud devra renouer le dialogue avec le ministère de la Culture. Ça tombe bien, ce ministère devrait aussi connaître du changement avec le possible départ de Rachida Dati. Par ailleurs, Annick Lemoine est de son côté nommée au musée d'Orsay et remplacera Sylvain Amic, brutalement décédé le 31 août dernier. Malgré les poupées pédopornographiques, Shein poursuit son chemin. Ce mercredi, le géant chinois de la fast fashion a ouvert 5 nouveaux magasins BHV dans les villes de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Mi-novembre, le BHV avait annoncé le report de ses ouvertures en province après la découverte de la vente en ligne de poupées de filles d'1 an présentées explicitement comme des jouets sexuels. Reste que Shein suscite aussi d'autres questions quant à la concurrence déloyale et à son usage de produits nocifs pour la santé. Un collaborateur parlementaire envoyé après le meurtre de Quentin Derenque, non pas à LFI, mais au RN. Mardi, le député Rassemblement national de la Drôme, Lisette Paulet, a annoncé se séparer de son collaborateur après des révélations dans la presse. L'assistant parlementaire en question est Vincent Claudin, qui était l'un des meilleurs amis de Quentin Derenque, assassiné par des militants d'extrême gauche. Lisette Paulet ne précise pas quelles révélations en particulier ont conduit à son renvoi. Le journal Le Parisien rappelait lundi dans un article que Vincent Claudin était membre de Lyon Populaire, un groupe nationaliste dissous en juin 2025 par Bruno Retailleau. Fortement critiqué par sa décision, Lisette Paulet a tenté de se justifier ce mercredi en affirmant que ce renvoi n'était pas dû à la presse, mais à des publications sur les réseaux sociaux de Vincent Claudin. Là encore, pas plus de précision. L'actualité internationale en bref. Le Japon veut honorer son engagement malgré la récente décision de la Cour suprême américaine qui a invalidé une grande partie des droits de douane décidés par Donald Trump. Tokyo maintient fermement son accord commercial bilatéral signé en 2025 avec les États-Unis. Les ministres du Commerce Ryosei Akazawa et Howard Lutnick l'ont confirmé conjointement. Rappelons que cet accord prévoit que la plupart des produits japonais importés aux États-Unis soient soumis à des droits de douane de 15%. En échange, le Japon s'est engagé à investir massivement 550 milliards de dollars dans l'industrie américaine d'ici 2029. Les premiers projets ont été dévoilés pour un montant de 36 milliards de dollars, incluant une centrale au gaz, un terminal pétrolier et une usine de diamants synthétiques. Cette position illustre la volonté japonaise de préserver ses intérêts face aux turbulences tarifaires actuelles, alors que Trump menace de nouveaux tarifs globaux. Beauté fatale et ascension fulgurante en Corée du Nord, Kim Yo-young, la charmante sœur du dirigeant Kim Jong-un, a été promue directrice de département lors du comité central du Parti des travailleurs, un poste équivalent à celui de ministre. Cette nomination annoncée mardi renforce son influence dans les sphères de pouvoir. Déjà active en diplomatie, elle a participé à des sommets avec Donald Trump, sans se gêner pour critiquer les États-Unis. Les observateurs spéculent sur un possible adoucissement des relations internationales, surtout avec la Corée du Sud, sous le président Lee Jae-myung. Par ailleurs, la fille de Kim Jong-un, Yoo Hae, apparaît comme héritière potentielle après la réélection de son père comme secrétaire général. Ce congrès oriente la politique nord-coréenne entre tension et ouverture. Au Brésil, des pluies diluviennes. Au moins 30 morts et une quarantaine de disparus ont été recensés dans le Minas Gerais après des pluies torrentielles depuis lundi. Les inondations et glissements de terrain frappent durement le sud-est du pays, à Ruiz de Fora et Uba. Plus de 200 personnes ont été secourues, mais les recherches sont entravées par la boue. L'état de catastrophe naturelle est déclaré. La présidente de la ville parle d'une situation gravissime. Le président Lula a promis un soutien fédéral immédiat. De nouvelles averses sont attendues, faisant craindre un bilan encore plus lourd. Ce drame s'ajoute aux catastrophes climatiques répétées au Brésil ces dernières années. La prison n'a pas mis fin à l'affaire Dutroux. Lundi en Belgique, le procureur du Brabant a confirmé une information selon laquelle une centaine de photos pédopornographiques ont été trouvées dans la cellule de Marc Dutroux. Rappelons que cet individu purge une peine de prison à perpétuité, notamment pour avoir violé plusieurs fillettes et adolescentes, dont 4 sont mortes de faim. En 2024, une fouille générale de la prison a permis de découvrir dans sa cellule ces 200 photos. Plus de la moitié représentent des enfants nus. De quoi se demander comment le violeur a pu se procurer ces
Saint-Cliché alors qu'il est à l'isolement. Selon son avocat, ses codétenus qui le harcèlent les auraient placés à son insu. Pendant ce temps, le pédophile poursuit ses demandes de libération conditionnelle. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez Alerte Générale avec Nicolas Vidal et Alexis Poulain, également au programme. Passez présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À jeudi.